En 1417, Frédéric de Hohenzollern, le descendant d'une riche famille allemande, obtient de l'empereur le territoire du Brandebourg et le titre de prince électeur du Saint-Empire romain germanique. Le Brandebourg est alors une enclave qui n'a accès ni à la mer, ni aux principaux cours d'eau européens. Il est recouvert de terres pauvres, marécageuses et sablonneuses, qui ne sont pas accueillantes pour les cultures. Il faut également ajouter que les ressources en minerais y sont pauvres et que les villes peinent à s'y développer. À ce moment, rien ne laisse encore prévoir que l'électorat de Brandebourg deviendra le fondateur de l'un des plus puissants États européens, la Prusse, et que sa dynastie, celle des Hohenzollern, parviendra à faire jeu égal avec les Bourbons et les Habsbourg. Dans cet épisode, le premier d'une série de 2 sur l'histoire du royaume de Prusse, nous verrons comment l'électorat du Brandebourg a pu, en un siècle seulement, devenir un acteur important de la diplomatie européenne. Vers 1600, la région de Prusse méridionale est partagée entre de nombreux États. On retrouve en son centre l'électorat du Brandebourg, dont le territoire s'est agrandi depuis son acquisition par les Hohenzollern. Il est l'un des plus grands États du Saint-Empire, bien qu'il soit pauvre. L'Est est totalement sous domination du royaume de Pologne-Lituanie. On y retrouve également son vassal, le duché de Prusse, dont le duc est un membre de la famille des Hohenzollern. Le nord est occupé par quelques principautés poméraniennes, et la mer Baltique est elle parcourue par les flottes danoises et suédoises. Le Brandebourg est jouxté au sud par la Bohême, qui est dirigée par les Habsbourg d'Autriche, et par le riche électorat de Saxe. À l'ouest s'étendent le duché de Brunswick-Lunebourg et une multitude d'autres petits États allemands. Dès le début du XVIIe siècle, le prince électeur Jean Sigismond de Brandebourg peut profiter de plusieurs occasions pour agrandir son territoire. Bien que son armée soit faible, il participe à une guerre entre 1609 et 1614 pour faire valoir ses droits sur certains territoires en Europe de l'Ouest. Pour cela, il s'allie avec plusieurs États allemands et étrangers et finit par mettre la main sur une partie de ses revendications. Il cherche également à s'emparer du duché de Prusse. Ce duché, bien qu'il soit sous domination polonaise, est dirigé par un membre de la famille des Hohenzollern. Et en 1118, lorsque le duc Albert Frédéric meurt sans héritier, c'est le prince électeur Jean Sigismond qui hérite du duché, sans pour autant l'intégrer au Brandebourg. Il devient alors à la fois prince électeur de Brandebourg et duc de Prusse sous l'autorité polonaise. Ainsi, le prince électeur de Brandebourg met la main sur de nombreux territoires. Mais ces derniers sont tous très éloignés de Berlin, et les revenus très faibles de l'électorat l'empêchent de se doter d'une véritable armée pour les défendre. Pour ajouter des problèmes, Jean Sigismond se convertit au calvinisme en 1613. Or, le Saint-Empire n'autorise que la pratique du catholicisme et du luthéranisme. Les autres branches du christianisme sont proscrites. De cette façon, le prince électeur s'attire des ennemis à l'extérieur et au sein même de son État. Depuis la réforme de 1517, le Saint-Empire est divisé entre plusieurs branches de la foi chrétienne. D'un côté, on retrouve l'empereur et ses soutiens, qui pratiquent le catholicisme. D'un autre, on retrouve une multitude de princes qui s'opposent au Saint-Siège en pratiquant le luthéranisme, une religion protestante qui est légale dans l'Empire. Pour finir, un petit nombre de princes pratiquent le calvinisme, une forme plus rigoriste du protestantisme qui n'était pas officiellement légale dans l'Empire. Ces conflits religieux et certains conflits territoriaux mènent finalement l'Empire à la guerre. Une guerre qui durera 30 ans, durant lesquels protestants, catholiques et puissances étrangères s'affrontent sur les terres allemandes. Le Brandebourg se retrouve pris au dépourvu lorsque la guerre éclate. Il est alors dénué d'armées professionnelles, ses finances sont ridicules et ses territoires, trop éloignés, sont indéfendables. L'électorat cherche alors à rester neutre. Il évite de s'engager dans les négociations et les conflits, cherchant à garder de bonnes relations autant avec l'empereur qu'avec ses ennemis. Malheureusement, sa position centrale dans le nord de l'Empire, au milieu des princes protestants, transforme le territoire du Brandebourg en aïeux de passage pour toutes les armées européennes, qui n'hésitent pas à piller, imposer et massacrer les populations locales. Ainsi, au cours de la guerre, les provinces brandebourgeoises sont successivement occupées par les troupes de l'empereur, les troupes protestantes du Palatinat, l'armée danoise et les troupes suédoises. Avec le passage de tous ces belligérants,
Ce sont des villes et villages entiers qui sont rasés ou brûlés. Même Berlin est partiellement détruite. La population est complètement appauvrie et l'électorat connaît une chute démographique. L'électeur Georges-Guillaume Ier essaye de se sortir de cette situation tout au long de la guerre, en tentant de rester neutre, en s'alliant avec l'empereur, avec la Saxe ou avec les Suédois, mais aucune de ces tentatives n'est concluante car le Brandebourg est beaucoup trop faible pour s'imposer au sein même de ces alliances. Ces 30 ans de malheur prennent fin en 1148 avec la signature des traités de Westphalie, tandis qu'un nouvel homme arrive au pouvoir, Frédéric Guillaume Ier, électeur du Brandebourg et duc de Prusse. Depuis sa naissance, le jeune électeur Frédéric Guillaume a toujours vu son pays en proie à la guerre. Il s'est d'ailleurs réfugié en Hollande durant 4 ans lorsque le Brandebourg était ravagé. Ainsi, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1640, il a déjà en tête les 2 grands objectifs qui vont le poursuivre durant toute la durée de son règne. Il souhaite d'abord doter son État d'une armée professionnelle, sur le modèle hollandais, entraînée et moderne, qui serait capable de peser sur la diplomatie allemande. Il cherche également à développer le commerce dans son pays afin de l'enrichir, comme la Hollande. Pour cela, il veut absolument que le Brandebourg ait un accès à la mer Baltique. Pour arriver à ses fins, Frédéric Guillaume va être un souverain acharné, qui s'intéresse à toutes les affaires de l'État et qui n'hésite pas à travailler autant que possible, ce qui impressionnera d'ailleurs ses ministres. Dès son accession au pouvoir, le jeune électeur va intelligemment nouer des alliances afin de sortir victorieux de la guerre de 30 ans, malgré la faiblesse de son État. Avant les traités de Westphalie, la France, ennemie de l'empereur, cherche à se faire des alliés parmi les États du Saint-Empire. Frédéric Guillaume y voit une opportunité et accepte de s'allier aux Français. En échange, ces derniers soutiennent le Brandebourg durant la signature des traités de Westphalie, ce qui permet à l'électorat d'y remporter la Poméranie orientale, et donc un accès à la mer Baltique et à son commerce, ainsi que quelques territoires plus à l'ouest cédés par l'empereur du Saint-Empire sous la pression française et suédoise. Avec cette expansion, le Brandebourg devient le second plus grand État du Saint-Empire. Il y gagne également une forte augmentation de ses revenus par les impôts et le commerce. Avec ces nouveaux revenus et le redressement du Brandebourg suite à la fin de la guerre, Frédéric Guillaume parvient à doter son État d'une armée professionnelle de plus de 8000 hommes. Cette nouvelle armée va rapidement se rendre utile. En 1655, le roi de Suède, Charles X, déclare la guerre au Danemark et à la Pologne. Le Brandebourg, allié à la Suède, commence par soutenir cette dernière en matériel avant de lui venir en aide militairement en 1656. L'armée de l'électorat s'illustre notamment à la bataille de Varsovie la même année. Ainsi, la Pologne est rapidement occupée par la Suède, mais Frédéric Guillaume se heurte à son allié suédois car les 2 souverains cherchent à avoir la main mise sur la Prusse orientale. Lorsqu'en 1158, l'empereur Léopold Ier et le roi de Pologne Jean II l'approchent pour former une coalition contre la Suède, Frédéric Guillaume accepte et se retourne contre son allié en échange de la reconnaissance de sa souveraineté sur le duché de Prusse par la Pologne et l'Autriche. L'électeur est alors nommé général de l'armée alliée de la Pologne et du Brandebourg. Il profite également de cette guerre pour faire monter les effectifs de son armée à 20 000 hommes, tandis qu'il mène plusieurs campagnes contre la Suède jusqu'en 1660, date à laquelle est signée la paix d'Oliva, où Suédois et Polonais renoncent définitivement au duché de Prusse en faveur du Brandebourg. Durant tout le reste de son règne, Frédéric Guillaume va vaciller entre des alliances avec la Pologne, la France, les Provinces-Unies, la Suède et l'empereur. Cette politique d'alliance changeante s'explique d'abord par la nécessité de financement étranger. L'électorat de Brandebourg est dépendant de l'argent de ses alliés pour entretenir son armée qui s'élève maintenant entre 20 000 et 30 000 hommes. Frédéric Guillaume s'allie donc régulièrement avec le plus offrant. Mais ce n'est pas la seule raison. Cette politique s'explique aussi par la position centrale qu'occupe le Brandebourg. L'intégrité de ces territoires occidentaux dépend du bon vouloir de la France et de la Hollande. De l'autre côté, l'intégrité de la Prusse orientale dépend du soutien polonais, tandis que les intérêts brandebourgeois dans la mer Baltique dépendent en partie des Suédois, et pour sauvegarder son statut d'électeur et avoir le soutien de l'Empire, Frédéric Guillaume doit garder de bonnes relations avec les Habsbourg d'Autriche. Ainsi, jusqu'à la mort de Frédéric Guillaume, les troupes brandebourgeoises dansent un peu partout en Europe et aux côtés de nombreuses puissances.
En 1172, l'électorat commence par combattre la France aux côtés de la Hollande et de l'Autriche. Mais en 1174, la Suède envahit le Brandebourg, ce qui force Frédéric Guillaume à rentrer au pays avec son armée. Il écrase les Suédois pourtant supérieurs en nombre et en armement à Hackenberg et à Fehrbellin, devenant ainsi le sauveur de son peuple. Il continue ensuite sa campagne en s'emparant de la Poméranie suédoise. La guerre prend fin avec le traité de Saint-Germain-en-Laye, durant lequel le Brandebourg se voit forcé par la France à restituer la Poméranie suédoise. Celui-ci est suivi d'un second traité dans lequel la France s'engage à fournir des subsides au Brandebourg en échange de son vote en cas d'élection impériale. Malgré cette apparente alliance avec la France, Frédéric Guillaume soutient les Autrichiens dans leur guerre face aux Turcs en 1183 et signe un traité secret dirigé contre la France et avec la Hollande en 1185. Le règne de Frédéric Guillaume prend fin en 1188 avec sa mort. En 48 ans, il a transformé le Brandebourg ravagé par la guerre de 30 ans en un véritable acteur européen, doté d'une armée professionnelle crainte, d'un pouvoir fort et de finances solides. C'est également lui qui fait construire la première flotte de l'histoire du Brandebourg. Il parvient même à doter son état d'une petite colonie en Afrique de l'Ouest. Dès les années 1690, un certain nombre de dirigeants allemands cherchent à accéder au titre de roi. Dans cet objectif, quelques-uns tentent de devenir souverains d'un royaume qui existe déjà. C'est par exemple le cas de Frédéric Auguste de Saxe, qui est élu roi de Pologne en 1697 après s'être converti au catholicisme dans ce but. Ou le cas de Georges Ier, électeur du Hanovre, qui devient roi de Grande-Bretagne en 1714. D'autres, comme le prince électeur du Palatinat ou le prince électeur de Bavière, essayent aussi de devenir roi de leurs provinces respectives, mais échouent. Suivant cette tendance, le nouvel électeur de Brandebourg et duc de Prusse, Frédéric de Hohenzollern, cherche également à se faire reconnaître comme roi, mais pour cela, il doit d'abord obtenir l'approbation de l'empereur. En 1700, le roi d'Espagne meurt sans héritier. C'est alors le dauphin de France, Philippe V, qui hérite de l'Espagne et de toutes ses possessions. Les autres puissances, et surtout l'empereur Léopold Ier d'Autriche, voient d'un très mauvais œil l'extension de l'influence française. Une coalition anti-française se forme alors autour de l'empereur. Frédéric de Hohenzollern reçoit alors des propositions d'alliance venant des deux camps. Il décide finalement de se ranger aux côtés de Léopold Ier. Le 16 novembre 1700 est signé le traité de la Couronne, dans lequel l'empereur consent à l'accession de l'électeur au titre de roi et promet d'œuvrer à sa reconnaissance au sein de l'Empire. En échange, le Brandebourg-Prusse s'engage à fournir un contingent d'hommes à l'Autriche pour combattre la France. Ainsi, le 18 janvier 1701, Frédéric de Hohenzollern se couronne lui-même roi en Prusse dans la ville de Königsberg et adopte le nom de Frédéric Ier. Ce titre spécial, qui attise certaines moqueries dans les cours européennes, s'explique facilement. Frédéric Ier devient uniquement roi du duché de Prusse. À côté, il reste prince électeur du Brandebourg, notamment parce que ce titre est plus facilement acceptable pour l'empereur. Quoi qu'il en soit, l'événement est célébré à grands coups puisqu'il coûte l'équivalent de 2 ans de recettes pour l'État. Après le couronnement, la cour du roi enchaîne les bals, les spectacles et les festivités, tandis que le reste de l'Europe s'embourbe dans la guerre, donnant ainsi rapidement l'une des plus splendides cours du continent, mais également l'une des plus coûteuses. Ce mode de vie faste perdure jusqu'à la mort de Frédéric Ier, qui s'éteint le 25 février 1713. C'est son fils, Frédéric Guillaume de Hohenzollern, qui lui succède. Il sera le premier à porter le titre de roi de Prusse. Ainsi, en à peine plus d'1 siècle, l'électorat de Brandebourg est devenu le second plus grand État du Saint-Empire. Il s'est doté d'une armée professionnelle, dont le nombre s'élève à environ 40 000 hommes à la mort de Frédéric Ier, tandis que sa dynastie, celle des Hohenzollern, est parvenue à se faire reconnaître un titre royal par l'empereur. L'électorat, devenu royaume, est, au début du XVIIIe siècle, un acteur avec lequel il faut compter dans la diplomatie du vieux continent. Il ne fait alors pas encore partie des grandes puissances européennes,
Mais sa position stratégique et son armée crainte lui permettent d'être un allié important lors des conflits. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette puissance régionale a pu devenir, en un siècle seulement, une grande puissance qui aura été capable de vaincre l'Autriche et la France.